Affrontement entre les membres d'un groupe armé et la rébellion à dominante Touareg au Mali dans l'extrême nord du pays. Plusieurs personnes ont manifesté ce lundi au Nigeria pour exiger la fin de la corruption et de l'impunité dans le pays. Enfin, rencontre entre Sidya Touré et Alpha Condé au palais présidentiel en Guinée-Conakry. L'objectif de la rencontre, relancer le dialogue politique pour les élections prochaines. C'était là les principaux titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et ravi de vous retrouver. De violents combats ont opposé lundi dans le nord du Mali des membres d'un groupe armé pro-gouvernemental et la rébellion à dominante Touareg, tous signataires de l'accord de paix selon des sources concordantes qui ont fait état de plusieurs morts. Les affrontements qui se sont déroulés vers Anefis, à environ 120 km au sud de Kidal, dans l'extrême nord-est, ont causé la mort de plusieurs personnes. Les affrontements ont également été confirmés par une source à la mission de l'ONU au Mali. Selon la MINUSMA, ces combats font suite à des escarmouches entre les deux camps samedi et dimanche. Des véhicules et d'importantes quantités d'armes et de munitions et aussi des véhicules ont été récupérés. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités en violation de l'accord de paix conclu à Alger, signé par le camp pro-gouvernemental le 15 mai et par la rébellion le 20 juin. Au Nigeria, plusieurs personnes ont manifesté hier lundi en direction de la villa présidentielle à Abuja. Objectif de cette marche, exiger la fin de la corruption et de l'impunité au Nigeria. Les détails. Cette marche intervient après que le parti au pouvoir, le Congrès progressiste, ait dénoncé le pillage ahurissant des fonds publics au Nigeria. Le parti a par ailleurs appelé l'opinion publique à soutenir les efforts de l'administration Buhari pour récupérer les fonds détournés. Parmi les manifestants, Femi Adesina, conseiller en communication de Muhammadu Buhari, venu assurer aux populations la détermination du président nigérien à éradiquer la corruption. Maintenant qu'il est président, il est déterminé à changer la marche du pays. Une marche qui nous menait à la perdition à cause de la corruption. Cela doit changer. Il m'a chargé de vous garantir que toute personne reconnue coupable d'avoir volé les richesses du pays sera traînée en justice. La lutte contre la corruption serait menée sans relâche. Le Nigeria enregistre des pertes s'élevant à 6 milliards de dollars, soit 4,3 milliards d'euros par an, en raison des vols et des détournements de pétrole brut. Des maux contre lesquels le chef d'État nigérian s'est engagé à lutter lors de son investiture le 29 mai dernier. En bref et en image, direction la Guinée-Conakry, le palais présidentiel a été le théâtre d'un tête-à-tête entre l'opposant Sidya Touré, le leader de l'Union des forces républicaines, et le président Alpha Condé. Cette rencontre entre les deux hommes vise à débloquer les points de désaccord encore en suspens et à faire avancer le débat sur l'organisation des élections libres et transparentes le 11 octobre prochain dans le pays. L'initiative est consécutive aux récentes plaidoiries faites par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et le chef de la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. La Guinée-Bissau s'enlise davantage dans la crise après la destitution du Premier ministre Domingos Pereira par le chef de l'État. Une paralysie de l'administration a été lancée ce lundi par un syndicat regroupant une trentaine d'organisations de travailleurs et d'autres appels à cesser le travail et à manifester ce lundi ont été formulés par des associations à travers tout le pays. Une situation qui fait craindre pour la stabilité du pays. C'est cet appel qui suscitait la plus forte crainte de débordement dans un pays à l'instabilité chronique. Mais jusqu'à 15 h ce lundi, aucun rassemblement n'était constaté à travers la ville sur laquelle s'abattait une forte pluie depuis l'aube. En soutien au Premier ministre destitué, une intersyndicale regroupant une trentaine d'organisations professionnelles des secteurs publics et privés a aussi appelé ses adhérents à ne pas se rendre au travail à partir de lundi pour paralyser l'administration.
La grève semblait moyennement suivie lundi matin en Bissau. Plusieurs services de l'administration fonctionnaient, mais avec moins de personnel que d'habitude. Les banques et commerces étaient ouverts. La circulation plus fluide qu'à l'accoutumée. Depuis plusieurs jours, la communauté internationale, dont l'ONU et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pressent les militaires de rester à l'écart de la crise politique. Depuis son indépendance du Portugal en 1974, la Guinée-Bissau, avec une population estimée à 1,6 million, a connu plusieurs coups d'État réussis ou avortés, dans lesquels l'armée a souvent joué un rôle prépondérant. Selon leur entourage, le Premier ministre et le chef de l'État ne s'entendaient pas depuis plusieurs mois sur la manière de diriger le pays. Le 13 août, le Premier ministre a contesté son limogeage en se fondant sur la Constitution. Idem pour le PAIGC qui a formellement proposé le 14 août au président Vaz sa reconduction au poste de Premier ministre. La réponse du président à cette proposition était toujours attendue lundi après-midi. Son entourage demeurait muette sur le sujet. L'Afrique du Sud, à présent, le parquet a fait appel ce lundi de la condamnation pour homicide involontaire de l'ex-champion paralympique Oscar Pistorius, reconnu coupable d'avoir abattu sa petite amie Riva Steenkamp en février 2013. L'accusation estime que la première instance a fait une erreur d'interprétation du droit en ne retenant que l'homicide involontaire et qu'elle aurait dû condamner le sportif pour meurtre. Oscar Pistorius, on se souvient, avait écopé d'une condamnation de 5 ans de prison. Mais s'il était reconnu coupable de meurtre, il risquerait une peine plus lourde d'au moins 15 ans de prison. Il faut dire que Pistorius devrait sortir dès vendredi prochain après 10 mois de détention sous le régime de la liberté conditionnelle. Toujours en Afrique du Sud, plusieurs milliers de personnes ont rendu hommage dimanche à Marikana aux 34 mineurs abattus par la police il y a 3 ans. Un rassemblement qui, il faut le préciser, a été soutenu par les 2 principaux partis d'opposition au pouvoir de Jacob Zuma. Les images. Dans un communiqué publié vendredi, Amnesty International avait appelé à la suspension immédiate des policiers sud-africains impliqués dans la fusillade du Marikana. 3 ans après la tuerie où 34 mineurs avaient été abattus par la police, la douleur reste vivace dans la mémoire des Sud-Africains. Je passe par là quand je vais au travail. À chaque fois que je passe, j'y pense, vous savez, cette vision, cet incident. En particulier parce qu'ils étaient des nôtres. Ça me ramène en 2012, cette année où ils ont été tués. C'est très dur. Moussi Maïman, le chef du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, et Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique, ont participé au rassemblement organisé par le syndicat radical de mineurs près de la colline du Wonderkop où le massacre avait eu lieu le 16 août 2012. Je me souviens de nos frères et j'ai mal parce qu'ils ont laissé des femmes, des maris, des enfants. Désormais, nous devrons toujours nous rappeler de ce jour. Dans la foule, les t-shirts verts à l'effigie du syndicat hostile au pouvoir étaient largement majoritaires, aux côtés des vêtements rouges emblématiques des EFF de Malema. Jacob Zuma, président sud-africain, a dit espérer à travers un communiqué que ce jour puisse unir tous les Sud-Africains. Un rapport d'une commission d'enquête indépendante publié en juin avait préconisé l'ouverture d'une enquête pénale contre les policiers responsables de la mort des mineurs, mais avait exonéré de toute responsabilité les politiques. Mercredi, les avocats des familles des victimes ont déposé une plainte au civil contre l'État sud-africain afin de demander un dédommagement pour la mort des mineurs et des excuses officielles de la part du ministre de la Police. À Addis Abeba, les belligérants de la guerre civile qui ravage depuis décembre 2013, le Soudan du Sud ne sont pas parvenus à un accord de paix total lundi. Le gouvernement n'a pas signé le document malgré un ultimatum de la communauté internationale selon la médiation. Voici les détails. Le secrétaire général du SPLM, parti au pouvoir au Soudan du Sud, et l'ancien vice-président Riek Machar, chef des rebelles qui affrontent l'armée sud-soudanaise, devait signer un document qualifié par la médiation d'accord de paix, mais le gouvernement a émis des réserves et n'a pas apposé sa signature.
Cette signature du document, alors que Salva Kiir, présent dans la salle, avait auparavant serré publiquement la main de Riek Machar, avait laissé penser qu'un accord de paix était conclu. Cette cérémonie de signature n'est pas complète sans la signature du gouvernement, a regretté le chef de la médiation, Seyoum Mesfin, tout en affirmant que le gouvernement reviendra d'ici 15 jours à Addis Abeba pour parachever l'accord de paix sans autres détails, et ce, en présence de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, du Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn et du président kenyan Uhuru Kenyatta. La communauté internationale avait donné jusqu'à lundi au parti pour parvenir à un accord de paix menaçant plus ou moins directement Salva Kiir et Machar de sanctions ciblées. Les observateurs estiment que le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, dont de très nombreux civils. Quelques 2,2 millions de Sud-Soudanais ont été chassés de chez eux par les combats qui s'accompagnent de massacres à caractère ethnique et de multiples atrocités. Une délégation conduite par la présidente nationale des femmes du parti Lumana de l'ancien président de l'Assemblée nationale au Niger, Hama Amadou, est en visite dans les capitales des pays de la sous-région. Une manière pour elle de faire l'état des lieux après la tenue du recensement de la diaspora par les membres de la commission électorale CENI. Le reportage de Abdoulaye Issa. Quelques jours après la tenue du recensement électoral des Nigériens résidant à l'extérieur, recensement sous la supervision des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'heure est au bilan pour les différents partis politiques. Le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, sous la supervision de la présidente nationale des femmes de ce parti d'opposition, a saisi l'opportunité pour sillonner quelques capitales de la sous-région. Nous avons entamé une série de rencontres avec les femmes Lumana dans les différentes régions, d'abord du Niamey et ensuite du Niger et ensuite à l'extérieur. Vraiment, à Lumana, ce sont les femmes qui mènent le bateau et le président de l'Assemblée, son Excellence, l'ancien président, son Excellence Hama Amadou, président du parti Modern Falumana, à l'anniversaire du parti, il a eu à confier le parti aux femmes. Et je crois que ce n'est que justice, car aujourd'hui, si vous voyez, nous sommes plus nombreuses que les hommes. La présidente nationale des femmes de ce parti a saisi l'opportunité pour rappeler aux différents militants l'état de santé de ce parti. Par après, elle a rappelé également que le président de ce parti, qui en ce moment ne se trouve pas au Niger, sera très bientôt parmi eux. Reste Lumana, malgré l'absence de notre président, nous sommes là, présentes comme un seul homme. Le président Hama Amadou sera au Niger et le président Hama Amadou sera notre candidat. Il sera là au moment opportun. Il sera là au moment opportun. C'est des stratégies, nous n'avons pas besoin. On n'a pas peur. Vous connaissez le Lumana. Le Lumana Africa, c'est le parti qui n'a jamais eu peur et qui n'a peur de personne, d'aucun parti politique. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. À bientôt.